Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête initiatique. Pour nous aider à développer Sens Créatif cette année, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, aux lives mensuels exclusifs avec des professionnels clés du milieu de l'illustration et à des tas d'autres bonus pour vous permettre d'avancer dans votre carrière d'artiste freelance. Nous soutenir, c'est contribuer à faire de Sens Créatif un podcast indépendant et une ressource incontournable pour tous les artistes de l'image francophone. Bonjour à toutes et à tous, on est super content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans ce deuxième épisode des Keepers of the Keys, les gardiens des clés en français. Et ouais, un épisode mensuel exclusivement. Ça veut dire quoi les gardiens des clés, Jérémy ? Les gardiens des clés, ce sont les personnes qui détiennent les clés de l'industrie. Donc par là, on entend, l'industrie, c'est un mot assez anglophone, mais en France, on utilise un petit peu moins ce terme. Mais pour nous, ce sont un peu les directeurs artistiques, les agents, les éditeurs, les galeristes, c'est un peu ces personnes-là. Et ce sont des épisodes exclusifs qu'on réserve à la communauté qui nous soutient sur Patate Club. Sur Patreon et Tipeee. Et ça vous permet aussi de poser directement vos questions à ces personnes qui sont parfois pas faciles d'accès. Et aujourd'hui, du coup, on a l'énorme chance, on est hyper content d'accueillir Anne-Bénédicte Schwebel, éditrice, directrice générale et artistique de Maison Georges. Bienvenue sur le podcast Anne-Bénédicte. Bienvenue. Merci, bonjour Jérémy, bonjour Laurent, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Grave, on est super content. De partager cette expérience. En effet. On va bien profiter. On se connaît depuis un petit bout de temps, Anne, Bénédicte. J'ai travaillé pour vous ça plusieurs fois par le passé, et même avant que Sens Créatif n'existe. Et je te le disais en off que votre Maison Georges a beaucoup été demandée par nos auditeurs et nos auditrices. Donc il y a de l'historique entre nous, et puis je suis super content que tu puisses venir avec nous papoter de ton parcours, de ce qu'est Maison Georges, de ce que c'est devenu, parce que c'est une sacrée aventure, et de pouvoir échanger avec nos auditeurs. Donc, si vous avez des questions pour Anne-Bénédicte, n'hésitez pas à les poser dans le chat en bas à droite. Il y en aura puisqu'ils ont réclamé. Voilà, exactement. Il y a intérêt. Et puis, sans plus tarder, on va foncer dans cette belle histoire qui est la tienne. Donc, pour commencer, Anne-Bénédicte, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec le merveilleux monde de l'illustration, parce que ça fait quand même très partie de ton travail aujourd'hui. Alors, ma rencontre, je suis tombée dans la marmite de l'illustration très petite, très jeune, parce que j'avais beaucoup de livres jeunesse à la maison. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il n'y avait pas forcément de culture chez mes parents du tout de l'édition jeunesse. C'était assez intuitif, si ce n'est quand même que mon papa est alsacien et qu'il avait grandi avec Anzy, ses parents, et puis Hellé aussi, et puis Ungerer, bien sûr. Bah oui. Oui, pas grandi, mais en tout cas il suivait voilà. Et on peut dire qu'il y a une culture de l'image en Alsace, ouais. Ouais. Et puis il était publicitaire, donc aussi une culture de l'affiche, du graphisme, du message. Voilà. Et puis ma maman, c'est toujours d'ailleurs une esthète, et tous les deux nous ont un peu toujours traîné à gauche à droite de vide-grenier en voyage, avec des choses assez rigolotes quand j'y repense. Mais quand on partait en voyage, on allait dans les supermarchés et on cherchait les beaux packaging, quoi, par exemple. Donc on quittait pas un pays sans être passé par un supermarché et revenir avec des cahiers de classe pour la rentrée de tel ou tel pays. Et donc graphisme nous avait plu, en cherchant parmi toute l'offre, des choses un peu graphiques, originales, épurées. Voilà, il y avait un vrai sens qui nous a été transmis d'une esthétique, du beau, et puis de l'édition. Donc moi j'ai grandi avec Ungerer, avec le Gironzeralda, c'était vraiment mon préféré, mais aussi avec Léo Lionni, avec les albums du Père Castor, avec Arnold Bobel, avec Maurice Sindac, notamment tous les petits ours.
que voilà, je vous les ai pas apportés d'ailleurs, mais je les ai toujours et ils ont bien vécu. Voilà, donc j'avais quand même tout cet environnement sans trop m'en rendre compte, mais très privilégié d'images et d'auteurs aussi, de grands talents. Voilà. Et puis après, au fil de mon parcours, j'ai continué à maintenir un peu un lien sans forcément trop le vouloir au départ avec le livre jeunesse. Je raconte un peu mon parcours du coup. Après, j'ai te demandé aussi, est-ce que tu dessinais petite, vu que tu étais entourée de toutes ces illustrations, il y a quand même une culture graphique qui était là, tu dessinais un petit peu? Non, je dessinais pas, j'écrivais plutôt. Ah, ok, des histoires. Voilà, des petites histoires, des récits un peu de voyage, hein, surtout. J'ai retrouvé des cahiers un petit peu avec tout ça. C'était pas forcément exceptionnel, mais en tout cas, j'essayais. Et puis j'ai quand même voulu, effectivement, en termes d'orientation professionnelle, je savais pas trop quoi faire, et j'ai plutôt privilégié le journalisme. Mon papa avait aussi une expérience de journaliste avant d'être dans la pub. Je pense que ça avait aussi marqué un peu son empreinte. Et donc j'ai décidé j'ai préparé Sciences Po pendant 1 an. J'ai fait une prépa Sciences Po. J'ai pas été acceptée, j'ai pas été prise. Et du coup, après, j'ai pris une autre voie. J'ai eu une équivalence à l'université avec ma prépa en AES, administration économique et sociale. Donc là, j'ai fait des sciences sociales, j'ai fait du droit, j'ai fait de la gestion, vraiment rien à voir. Et puis ça me plaisait pas trop, mais j'ai quand même fait ma maîtrise. Mais en parallèle, j'ai commencé à faire d'autres choses. J'ai fait des cours de formation au journalisme au CFJ de la rue du Louvre. Et puis j'ai commencé aussi à vouloir un peu gagner ma vie, me faire un petit peu d'argent. Et donc j'ai commencé à travailler dans une boutique de jouets un peu hors du commun. Qui s'appelle Si tu veux, qui est située Galerie Vivienne à Paris, dans cette très belle galerie là vers le Palais Royal. Et là, j'ai fait une rencontre qui a beaucoup compté avec la créatrice de cette boutique de jouets, mais qui était plus qu'une boutique de jouets. Il y avait des Japonais qui débarquaient en car pour venir découvrir qu'est-ce que c'était que Si tu veux, parce que c'était répertorié dans tous les guides du Japon comme une bonne adresse à Paris. Donc elle créait ses jeux, elle concevait les jeux, elle s'appelle Madeleine Denis, elle continue à pas mal compter dans tout ce qui est milieu un peu éducatif, comment faire vraiment jouer les enfants, c'est quoi un vrai bon jouet, en quoi l'industrie du jouet aujourd'hui est plus forcément intéressée par cette base là d'amuser vraiment et de distraire les enfants. Donc j'ai travaillé là-bas et elle a ouvert une deuxième boutique, et dans cette deuxième boutique, c'était surtout une librairie. Donc ça c'était début des années 90, donc 90 à 97, je travaille là-bas et je vends des livres et je reçois tout ce qui sort, une bonne sélection de tout ce qui sort. Et je commence à conseiller des livres et en lire beaucoup parce que la semaine il n'y a pas trop de passages Galerie Vivienne, donc j'ai le temps de lire. Voilà. Du coup, tu fais une grosse culture graphique pendant ces années-là. Voilà. Et donc là, je découvre notamment les albums photos de Tania Oban, je découvre Najda Solotareff, Hélène Oxenbury, Květa Pakowska. Vraiment, c'est des livres qu'on reçoit. Je connais pas ces noms-là. Parce qu'entre-temps, entre l'enfance et ce moment-là, moi, j'ai plus trop suivi tout ça. Oui, t'as un gap. J'ai un gap. Tu rattrapes. Et là, je rattrape. Ça devait être trop bien de pouvoir bouquiner à mort comme ça tout le temps. Et puis dans un endroit merveilleux. C'était surréaliste parce que la moitié de la boutique, c'était du livre jeunesse et l'autre moitié, c'était des ours en peluche pour des collectionneurs d'ours en peluche. C'était une spécificité de la maison aussi. Donc, c'était un drôle de mélange. Voilà. Et puis, j'ai commencé aussi un peu à travailler sur d'autres choses avec elle, sur les relations presse, à l'accompagner au-delà de la vente, qui au départ, c'était vraiment un petit boulot alimentaire. Et ça a commencé à devenir plus. Ouais, tu t'es rendu compte que c'était pas seulement la boutique, quoi. Il y avait tout ce qu'il y avait autour, en fait, qui faisait que ça faisait justement rayonner, en fait. Oui, exactement. Exactement. Voilà, puis ça m'a, en même temps, je me formais au CFJ. En même temps, j'ai travaillé là 2 jours et demi par semaine. Et du coup, j'étais en contact avec des journalistes, notamment par ma nouvelle casquette de RP. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le groupe Bayard. Pour travailler chez Enfant Magazine comme stagiaire, et puis ensuite j'y suis restée comme pigiste,
Et donc, j'ai travaillé pour de la presse jeunesse. J'ai travaillé notamment pendant 2 ans pour des suppléments qui s'appelaient Enfant Plus, où là, on faisait des tutos d'ateliers, on proposait des idées de sortie en famille. Enfin, voilà. Donc là, l'aventure commence vraiment avec le magazine pour enfants, dans l'univers du magazine pour enfants. Ouais, on voit déjà de toute façon les prémices de ce que tu fais aujourd'hui, les jouets, l'univers un peu atypique, l'enfance, l'édition. C'est comme quoi, tout est lié, quoi. Il y a pas. Ouais, exactement. Ouais. Et donc tu bosses chez Bayard un petit bout de temps, j'imagine. Et puis en 99, tu fondes le magazine Grain de sel. Oui. À Lyon. Ou j'ai loupé un truc. Ouais. En 2000. Non, mais c'est ça. Je quitte Paris en 98, enceinte, bien enceinte, ma première fille. J'arrive à Lyon. J'essaie de reprendre un peu mes piges avec des titres du groupe Bayard et chez Hachette aussi. Je travaillais pas mal pour différents magazines, et jeunesse et famille chez Hachette. Et puis en fait, je me rends compte que c'est pas ce dont j'ai envie, de travailler de chez moi à distance, à essayer de continuer à garder des piges et parce travailler qu'il faut quand même le dire, hein, si on se remet aussi dans le contexte de l'époque, c'est pas évident de vouloir travailler dans ce milieu-là en partant de Paris, quoi. Non, c'est clair. Voilà. Je l'avais pas forcément mesuré. Voilà. C'est vrai, à ce point-là, c'est vertigineux, ou c'est parce que c'est l'époque? Bah en fait, on noue des relations en étant à Paris, on peut quand même venir dans les rédactions et maintenir une relation de complicité un petit peu avec des gens qui du coup choisissent de te faire travailler toi plutôt que Pierre-Paul ou Jacques. Il y a l'embarras du choix. Et quand tu es à distance, cette relation-là, elle se distend forcément. Oubliez Instagram 2 minutes parce que ça n'existe pas à l'époque. Voilà, par exemple. On est en 2000. Oui, voilà. Puis communiquer, voilà, c'est. Le mail, c'est encore pas non plus la folie. Là, on est beaucoup sur le téléphone. On se rencontre beaucoup. Ah ouais. Donc à l'époque, être à Paris, c'était vraiment un big deal. Maintenant, ça allait peut-être un petit peu moins, mais à l'époque, c'était important. Clairement. Pour être au cœur du réseau et de ce qui se faisait. Ah, c'est intéressant. Donc tu te retrouves à Lyon, donc les relations sont un petit peu distendues et tu te rends compte que c'est pas trop ce que tu as envie de faire au final. Oui, c'est ça. Et je me dis j'ai envie de créer quelque chose qui a un peu plus d'envergure, je pense que et voilà, il y avait pas mal d'inconscience. Je décide de créer ce magazine gratuit, dont il existait surtout un modèle, on va dire, qui était Paris Môme. Ah oui, tout à fait. À Paris. Ouais. Et un magazine gratuit pour les familles avec pas mal d'ambition derrière, notamment de qualité. Grain de sel, je précise. C'est pas encore Magazine Georges, c'est Grain de sel. Non, c'est Grain de sel. Voilà, donc Grain de sel naît en début 2000, et puis je l'ai vendu en 2016, donc 16 années qui m'ont pas mal occupée. Ah ouais. Un magazine bimestriel dans un premier temps, puis qui est devenu mensuel en 2009. Ce qui a son importance, mais je vais y revenir après. Et voilà, et des photographes associés, enfin principalement un photographe, mais une grande attention portée au traitement de l'image, à la maquette, voilà, des choses très soignées. On était vraiment des comment dire, des férus de graphisme. Oui, des férus de graphisme, et puis on pinaillait beaucoup. Enfin, il fallait que chaque numéro, mois après mois, soit nickel, parfait. On chassait des petites imperfections de partout. C'était c'était un projet très incarné par l'équipe, très passionnée autour de ça. Donc c'est là qu'on a vraiment développé, que j'ai développé cette passion pour le magazine aussi en le vivant de l'intérieur, et puis surtout en apprenant tout sur le tas. Donc, à partir de janvier 2000, je commence à faire les calages à l'imprimerie nationale à Bondoufle, à 3 heures du mat, parce que comme j'étais un petit client pour ces imprimeries-là, en général, on me calait la nuit. Ah oui. Donc, j'ai passé des nuits sur le canapé en cuir. Ah oui, c'est des aventures. Du bureau, des contremaîtres, en y étant arrivé à 1 heure du mat avec ma petite Auto Bianchi, là. J'arrivais à Bondoufle et je faisais les calages. Donc, j'ai les clopes au-dessus des machines à 3 heures du mat, faut tenir. T'imagines bien, c'est rock'n'roll vu comme ça. C'est rock'n'roll. Voilà. Et puis après, on a changé pas mal d'imprimeurs et je suis allée au calage de tous les numéros de Grain de sel. D'accord, ouais. Donc j'ai forcément beaucoup appris. Donc là, c'était de la rotative, mais c'est une bonne école aussi pour apprendre à caler rapidement parce que ça tourne. Et puis qu'on vivait de la publicité et que les annonceurs
On imprimait sur un papier offset, ce qui était un choix. Moi, j'aime tout ce qui est mat. Voilà. On avait un très beau papier, mais par contre, qui buvait beaucoup. Et donc, les annonceurs qui avaient l'habitude de passer leur page dans des supports en couché bien brillants arrivaient après me voir en disant, alors je comprends pas très bien la pub. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre magazine? Donc, il fallait vraiment se battre en machine pour pouvoir optimiser le rendu. Et j'ai beaucoup appris sur l'impression. J'ai beaucoup appris là-dessus. J'ai beaucoup appris sur le management de l'équipe. Il m'a fallu du temps. Vous étiez beaucoup dans cette équipe? Au départ, j'étais toute seule, et puis 2, puis 3. Puis en 2009, 2009-2010, on est 5. D'accord, ouais, quand même, ouais. Donc, voilà. Okay. Et donc tu disais le business model, c'est la publicité, du coup, puisque c'était gratuit, Grancel. C'est gratuit, tout à fait. Chose qu'on ne retrouve pas dans. On verra. Dans le Georges, il n'y a pas de publicité. Mais on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure, mais c'est rigolo, le switch est marrant. Et du coup, donc ce business model-là, tu le mets en place comment tu fais justement pour faire vivre ce projet avec la pub? Comment tu vas voir au niveau des annonceurs, tout ça? Comment tu te débrouilles? Mon pari, c'était de faire de la qualité, de créer une communauté, même si on n'avait pas les outils pour le faire autour. Et c'est ce qui s'est passé. Grancel est devenu un peu un incontournable. Moi, je suis pas non plus. Je suis assez discrète. Je vais pas trop me montrer à gauche et à droite. J'avais pas du tout d'appui. Ce que j'ai découvert et qui était le cas, la presse locale, elle vivait beaucoup de ses appuis politiques et des décisions en très haut lieu pour pouvoir avoir régulièrement ta 4e de couve achetée, tes pleines pages, etc. Moi, j'avais pas tout ça. Des subventions détournées. Voilà, c'était drôle de paysage, tout ça. Et du coup, moi, le pari, c'était plutôt de faire un beau mag et d'essayer surtout, c'était un peu notre baseline à l'époque, d'aller fouiner et trouver des choses que les Lyonnais connaissaient pas et de les inviter à aller les découvrir avec leurs enfants. Donc vraiment à prendre par la main et emmener un peu hors des sentiers battus. Et c'était ça l'excitation en fait. Et c'était tout l'enjeu et la complexité parce que ensuite, si tu veux, quand t'emmènes voir des programmes de cinéma d'animation qui sont pas, qui changent un petit peu des trucs mainstream et tout, et ben à côté, ceux qui ont l'argent pour être annonceurs, c'est plutôt les gros, évidemment. Oui, bien sûr. Et les gros avaient pas mal l'habitude de dealer dans le cadre de ces gratuits. Ok, je te prends une pleine page et j'ai mon article avec, et puis évidemment, ça va de soi, mon article qui dit du bien de mon film. Donc ça a été un vrai challenge de réussir à garder l'indépendance entre ce dont on voulait parler, ce dont on avait envie d'être les porteurs, les prescripteurs, et puis à côté qui pouvait se financer le magazine. Et cette indépendance, on a réussi à la garder. Et du coup, il y a eu vraiment beaucoup à Lyon, tout le monde parlait de grain de sel, tout le monde voulait récupérer son grain de sel. Génial. Oui, j'imagine c'est complètement la contrepartie parce qu'en fait, tu te fais un réseau aussi d'indépendants autour de toi qui partagent ces valeurs-là. Oui. Ouais, nous, c'est ce qu'on appelle un petit peu la tribu. Tu trouves ta tribu autour de toi. Et il y a justement ces échanges-là de bons procédés qui font que le réseau s'agrandit. Oui, complètement. Et puis, comment tu installes une identité tout de suite? Tu n'as même pas besoin de voir le logo, tu sais que c'est grain de sel. Et ça, c'était aussi un gros boulot avec mon frère qui était photographe associé à l'aventure, de numéro après numéro. On a fait 116 numéros en tout pendant cette durée. C'est énorme. À garder cette identité photographique. Et montrer l'enfance un peu comme ce qu'on avait envie à l'intérieur. C'était un sacré challenge parce que on voulait que ce soit des photos qui fassent très naturelles. Et en même temps, c'était des photos qui étaient un petit peu montées pour qu'elles soient graphiques, pour qu'elles soient fortes. Voilà. Mais du coup, tu identifiais tout de suite grain de sel à la fois par sa couve, ses photos et son traitement à l'intérieur. Ben, ça a l'air d'être une sacrée aventure. Du coup, qu'est-ce qui fait que en 2016, tu décides de vendre grain de sel et de te lancer dans une nouvelle aventure du nom de Georges? Alors, l'aventure, elle s'amorce en parallèle, en amont de 2016. Elle commence en 2009 quand je décide qu'on va passer en mensuel. Ce
qui peut paraître un petit peu à l'époque une folie, puisque on a subi des années, on a vraiment été 2001, 2000, 2003, 2004, c'est la galère parce qu'on met tout en place. Il faut aussi mettre en place le réseau de diffusion. À la fin, on avait 700 points de diffusion sur Lyon et son agglo, mais j'ai commencé par le premier et tu vas démarcher tous les points de diffusion toi-même. Tu crées tout en fait. Et après, on a eu des belles années. Là, 2004-2007, c'était 3 belles années. On avait acquis de la notoriété, on avait de la pub. Ça commençait à être une chouette aventure, un petit peu galère toujours, mais quand même de mieux en mieux. Et puis 2008, c'est la crise. Les budgets de la pub se réduisent un peu à peau de chagrin. Et du coup, mais on a tellement une belle notoriété que les gens s'appuient vraiment sur nous, même les annonceurs, et il y a de la demande. Du coup, je décide de passer en mensuel et du coup, j'arrête de travailler avec un graphiste qui était externe, ce qui n'était pas forcément simple à gérer, et je recrute une graphiste qui est Stéphanie Lannes, qui est toujours là aujourd'hui, bien sûr. et qui est là, avec nous, qui fait partie de l'équipe. Du coup, elle s'approprie Grain de sel roule, donc elle fait Grain de sel, et puis on a du temps à côté, et du coup, on se dit, et pourquoi pas créer un magazine, sortir du modèle de la gratuité, et faire quelque chose où là, on est vraiment libre complètement de faire ce qu'on veut, notamment graphiquement. Et quand tu dis sortir de ce modèle, ça veut dire justement plus de publicité. Plus de publicité, exactement. Voilà. Et on décide. Exactement. Voilà, donc nouvelle grande inconscience, je pense, au moment où on décide de lancer Georges, et parce qu'on repart vraiment dans une nouvelle aventure. Mais d'où l'idée t'est venue de créer ce magazine? Hormis, je veux dire, je comprends bien le désir de faire quelque chose d'indépendant, puis de publicité et tout, mais l'idée même, c'est quoi un peu la genèse du projet? Et qu'est-ce qui fait que Georges ressemble à Georges, quoi, voilà. Alors le pourquoi, c'est, je pense, de voir que était en train d'éclore une presse différente, vendue en librairie, où l'image prend une vraie place. Avec c'est l'époque où des illustrateurs. Il y a beaucoup de MOOC qui sortent. Il y a beaucoup de MOOC en librairie et il n'y a rien pour la jeunesse. Entre le book et le magazine. 21 notamment, et d'autres. 21, feuilleton. Le MOOC, d'ailleurs, qui s'appelait comme ça. Autrement. Et puis il y a eu Citrus après. Avec Citrus, oui. Et Bombec aussi. Bombec, tout à fait. Alors Bombec, qui sont vraiment, ça a été concomitant à Georges, leur sortie. On est sortis quasiment en même temps, je crois. Tout à fait. Je prouverai pas. Puis celui-là aussi, regarde. Nos auditeurs qui nous regardent. Anorak aussi, voilà. J'habitais en Angleterre à l'époque quand je commençais en 2010 à m'intéresser à l'illustration. J'avais qu'une envie, c'était d'être publié chez eux. Et bref, je sais que, quand je suis arrivé en France, mais on y reviendra. Quand j'ai découvert Georges, c'était genre, un truc un petit peu comme Anorak et français. J'ai trop envie d'en être, quoi. Bon, bref, Alors c'est vrai qu'Anorak, ça a été les vrais défricheurs de ce type de proposition. Ils étaient avant déjà, et on avait découvert et on trouvait que c'était super chouette. Donc tout ça nous a donné envie de proposer un magazine qui n'existait pas pour les enfants, parce que à vrai dire, il n'y avait pas de et Bombec, c'était encore un peu différent, mais de magazines comme ça qui avec un très fort sens de l'esthétique, qui propose un type d'illustration différente, dans lequel l'objet magazine lui-même, le papier que tu choisis, sa fabrication compte, et que tu penses que ça peut compter pour des enfants d'avoir un mag comme ça dans les mains. C'était ça le parti pris de Georges au départ. Et puis l'idée à l'époque n'était pas d'arrêter Grain de sel, très honnêtement, même si c'est le chemin qui s'est fait entre 2010 et 2016. Voilà, ça a été de plus en plus difficile de vendre de la pub pour faire vivre. Ça coûtait très cher, pour arriver à vendre la pub au prix à laquelle on la vendait. On avait une impression de 45 000 exemplaires. Donc, entre 45 et 60 000 pour certains tirages. Donc, c'était énorme. Et il fallait qu'il y ait cette visibilité. Donc, ça devenait difficile à faire vivre. Voilà. Donc, c'est pas la faute de Georges. Voilà.
C'est dit. C'est pas la faute de Georges. Non. Georges nous a plutôt donné envie d'avoir les coups des franges pour le développer plus. Et donc voilà, il m'a fallu du temps pour. Quand on crée comme ça de toutes pièces un projet sans séparer, c'est un crève-cœur. Donc il a fallu attendre que ce soit mûr. Et puis voilà, en 2016, ça l'a été. Et je pense que c'était le bon moment. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Dans la suite de cette interview, Anne Bénédicte nous a raconté ce qui faisait la spécificité de Georges, notamment sa liberté de ton, du travail de l'ombre avec les libraires et les partenaires, de l'écosystème Maison Georges et des briques qui la composent, comme le magazine Graou pour les plus petits, comme la partie édition des albums, avec notamment Cruciforme, Gazole, Stéphie Brocoli et Vadofredo, ou encore la partie agence/studio graphique qui les ont amenés à des partenariats prestigieux, comme avec la fondation Louis Vuitton ou encore la chaîne de restauration japonaise Matsuri. On évoque ensemble les contraintes de la production, du système des abonnements, le fait d'avoir le nez dans le guidon, ne pas pouvoir se reposer sur ses lauriers. On parle également du choix des artistes, du line-up international de Maison Georges avec des auteurs étrangers, comme notamment Owen Davey et Takashi Kuno. Et on termine comme d'habitude avec les excellentes questions-réponses de nos auditeurs et auditrices. Pour écouter la suite de cette interview ou accéder au replay en vidéo, soutenez-nous sur Patreon ou Tipeee à partir de 5 € par mois. Cela vous donnera accès à la communauté du Patate Club, à des tas d'autres bonus et aux épisodes mensuels exclusifs des Keepers of the Keys, comme celui d'aujourd'hui, pour vous permettre de poser vos questions en direct à des acteurs clés du milieu de l'illustration. Pour ce faire, rendez-vous sur www.patreon.com/sens-podcast ou Tipeee avec 3e.com/sens-creative-podcast. Un grand merci et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.